Le deuxième atelier, c'était que voulons-nous comme mission pour les kinés dans 10 ans. L'intervenant, c'était Anthony Demont. Les objectifs pour le kiné d'aller vers des nouvelles missions, ça serait d'améliorer le positionnement du kiné dans le parcours de soins du patient. Ça serait d'accélérer l'accès aux soins les plus adaptés aux patients en fonction des pathologies. Ça serait de viser le niveau de profession médicale à compétences définies. Sur la notion donc, de profession médicale à compétences définies, là on compare beaucoup par rapport aux infirmiers, mais c'est vrai que les sages-femmes qui, elles, ont obtenu cette compétence-là, elles ont quand même vu derrière une belle évolution au niveau de leur pratique avec beaucoup de délégations de tâches de la part des gynécos. Elles sont en accès direct. Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'inspirer de ce qui s'est passé pour elles plutôt qu'effectivement de ce qu'on cherche à éviter, le parallèle avec les infirmières. Par l'acquisition de nouvelles compétences au service du patient, techniques, actes diagnostiques, etc. Investir les missions de santé publique, la coordination des soins en médecine de ville. Donc, on a posé plusieurs questions. Donc, devons-nous devenir une profession médicale à compétences définies? Si on veut qu'on pousse à être médical, ou est-ce qu'il faut qu'on reste ou qu'on soit vraiment sous acte délégué? Je pense que tant qu'on n'aura pas tranché vivement ceci, ou créé deux professions, comme le proposait Anthony, avec une réforme du nom ou la spécialité, mais tant qu'on n'aura pas tranché ça, on ne pourra pas monter dans le train. Doit-on rester sur un modèle centré sur notre exercice actuel ou élargir à des missions d'intérêt général ou d'urgence sanitaire, comme pendant la crise du coronavirus? Doit-on reconnaître et développer des spécificités d'exercice pour mieux répondre à ces missions? Mais en fait, il y a une problématique, je pense, qui va forcément émerger par rapport à ça, c'est aussi la question de l'accès aux soins, de se dire que si dans certaines zones sous-dotées, on a, je sais pas, par exemple, 5 kinés qui veulent accéder à une pratique spécialisée, mais qui au final ne donnent plus accès à certains champs de pratique pour la prise en charge de certaines pathologies qui, pour autant, en fait, ça reste des besoins de la population sur le territoire. Comment on va pouvoir gérer ce genre de choses? Quelles pratiques avancées pour les masseurs-kinésithérapeutes? Timorer là-dessus. Les pratiques avancées, ça doit être au-delà de nos compétences. De quelle formation complémentaire avons-nous besoin? Sur la pratique avancée, je rejoins bien François Ménien sur le fait qu'il faut que ce soit un plus, puisqu'il ne faut pas dévaloriser le diplôme qu'on a actuellement. Devons-nous changer de nom pour mieux répondre à ces nouvelles missions? Donc ça, c'est des questions qui ont été posées en amont des discussions. Au niveau des discussions, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux niveaux de connaissances. Donc, il y avait des participants qui avaient déjà une bonne connaissance sur le sujet et qui ont apporté des éléments, on va dire, nouveaux ou complémentaires. Mais il y avait une grande partie des gens qui étaient plus là pour avoir des questionnements sur ces pratiques avancées, sur l'accès direct, la différence, les protocoles de coopération, avec un vrai manque de connaissances sur le sujet qui a un peu limité la vision prospective, on va dire. Donc, en gros, les constats donc, des discussions dans cet atelier, ça a été que les kinés ont un exercice trop généraliste et c'est un frein à l'évolution de leur exercice. Il n'existe pas une profession avec un champ de compétences aussi large. Très, très peu de pathologies nous échappent. Depuis des années, on nous augmente nos missions. Et on nous reproche de ne pas nous investir dans l'activité physique adaptée, de ne pas faire partie des CPTS, mais sommes-nous assez nombreux pour pouvoir arriver à faire tout ça? Que les spécificités d'exercice risquent de créer une différenciation entre les kinés et une partie de la profession n'est pas prête à ça. Que les kinés manquent de connaissances sur ce qui existe en pratique avancée, en expérimentation sur le terrain et ont vraiment du mal à se projeter. Il a été constaté aussi que les kinés ne s'approprient pas les avancées qui ont déjà été obtenues au fur et à mesure, ne s'investissent pas assez dans les expérimentations, dans les missions de santé publique. Que quand on regarde le nombre de protocoles de coopération qui a été proposé et autorisé par les infirmières, par les ARS et la Haute Autorité de Santé, on est à 15 fois plus que ceux existants aujourd'hui pour les masseurs-kinésithérapeutes. Et donc, la profession stagne actuellement.
On a constaté aussi qu'il il existait de nombreuses expérimentations en santé publique, mais en fait, il y a beaucoup de ces expérimentations qui sont réservées, le financement est réservé aux professionnels de santé qui exercent au sein des structures dont vient de parler Stéphane. Et en fait, c'est un frein parce qu'aujourd'hui, il y a peu de kinés qui sont investis dans ces structures coordonnées et donc ne peuvent pas bénéficier de ces financements. Ce que je comprends bien, c'est que de toute façon, hors exercice coordonné, ces missions-là, on ne peut pas trop les atteindre. On a parlé aussi de l'arrêté du 12 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de kiné qui s'appuie sur un référentiel de compétences qui, dans ce référentiel, en fait, ça permet d'aller vers l'accès direct par le diagnostic différentiel, vers les missions de santé publique puisqu'il y a un UE qui concerne ces missions-là. Mais en fait, aujourd'hui, la majeure partie des kinés n'a pas eu cette formation et donc n'est pas prête pour ces avancées. Les arrêtés de 2015 qui ont défini des compétences, un exercice et une formation ont reconnu dans cette formation le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, c'est la condition sine qua non de l'accès direct. Il y a eu une remarque qui dit que pour être une profession médicale à compétences définies, en fait, il faut à la fois un niveau master et un ordre professionnel. Donc, en fait, aujourd'hui, avec ce nouveau référentiel formation, la profession pourrait être apte à revendiquer ce titre. Il y a eu des interrogations qui disent que peut-être que si on devient une profession médicale à compétences définies, on pourrait se protéger de l'attribution à d'autres professions d'une partie de notre champ de compétences, comme ça a pu se faire à de nombreuses reprises ces dernières années. Il ne faut pas à un moment donné créer des statuts de kiné spécialisés. Et deuxième chose, c'était simplement, moi c'est la sensation que j'ai par rapport parfois peut-être au pouvoir public ou autre, qui a peut-être ce besoin à un moment donné de statuer, peut-être de laisser certaines compétences pour pouvoir en gagner d'autres. On s'est rendu compte qu'en fait, certaines spécificités d'exercice, le maxillofacial, le vestibulaire, l'urogynéco, en fait, permettent déjà une pratique avancée informelle, puisqu'il y a déjà dans ces domaines des délégations entre le médecin et le kiné par manque de médecins sur le terrain, dans les territoires. On a parlé des pratiques avancées des infirmiers qui en fait sont que des délégations de tâches du médecin vers l'infirmier. Et en fait, la profession d'infirmier a vraiment fait ce choix de rester sous la coupe des médecins. Et en gros, dans les discussions, on se rend compte qu'il y a certains kinés qui trouvent que ça serait plus confortable de faire comme les infirmiers, mais il y a une autre partie des kinés qui voudraient vraiment évoluer vers un modèle de pratique avancée tel qu'il existe au Canada, avec des nouvelles compétences, des droits de prescription élargis, du triage, de la réorientation vers le médecin. Ce n'est pas du tout les mêmes pratiques avancées que celles qui existent aujourd'hui sur la profession d'infirmier. Pour Royaume-Uni, on a des kinés en pratique avancée qui travaillent en fait en collaboration avec des médecins généralistes dans une même structure, et les médecins généralistes ne voient plus aucun patient qui présente des pathologies musculo-squelettiques. Il y a eu un constat aussi qui a été fait qui dit qu'en fait, il y a ce décret du 11 mai 2020 qui ouvre la possibilité de faire encore évoluer la formation initiale vers des formations universitaires. Parallèlement à ça, il existe des protocoles de coopération qui se mettent en place, mais en fait, il y a un manque d'échange entre le milieu professionnel et le monde de la formation initiale, et du coup, ça crée un frein et ça limite l'avancée de la profession. Il y a vraiment un manque de dialogue. Il y a eu quelques pistes de réflexion, donc en fait, on pense qu'il est important de pouvoir faire remonter ce qui marche localement dans les différentes expérimentations qui peuvent se faire sur le territoire et le faire remonter au niveau national pour qu'ensuite la Fédé puisse porter un déploiement national et aider à ce que la profession s'approprie ces expérimentations. Il y a ce qu'on appelle les infirmières azalées. Et les médecins sont très au courant de ça, elles les utilisent vraiment beaucoup, elles font de la prévention. Et c'est vrai que je me dis, nous, on pourrait avoir quelque chose comme ça, mais comme tu dis, on n'est peut-être pas en train de louper le train, mais on se réveille un peu tard, en fait. Je me dis que les autres professions se sont réveillées avant nous et ont déjà commencé à prendre la place, et je trouve ça dommage. Et l'exemple d'Azalée, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est parti d'un protocole de coopération unique sur un territoire. Ensuite, ça s'est démultiplié sur plus de 20 territoires en France.
Ils ont monté ensuite une association nationale, ils ont monté un programme de formation, et maintenant, des infirmières azalées, on en a quand même beaucoup, beaucoup sur plein de territoires en France. On a parlé donc des protocoles de coopération qui existent sur la lombalgie et sur l'entorse de cheville et de l'importance de s'en emparer, de montrer que ça marche, que ça coûte moins cher et que ça n'entraîne pas de perte de chance pour le patient. Et une fois qu'on s'en sera emparé, on pourra vraiment montrer que c'est positif et donc on pourra ensuite essayer d'élargir à d'autres pathologies. C'est très rare en fait d'avoir eu l'accès direct à toutes les pathologies ou toutes les symptomatologies musculo-squelettiques d'un coup. Souvent, il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Ensuite, on a parlé de notre décret d'actes et d'exercices qui devrait pouvoir évoluer vers un décret de compétences parce que tout à l'heure, je parlais du référentiel formation qui est vraiment décrit sur des compétences pour les étudiants. Et donc, on pense que notre décret d'actes et d'exercices devrait évoluer vers ce décret de compétences pour être en concordance avec le référentiel formation. On a aussi abordé le fait qu'il y a eu des constats dans les comités régionaux d'orientation et des conditions de travail, que les médecins et les infirmiers du travail sont débordés. Et il faudrait réfléchir à intégrer une sorte de kiné du travail dans ces équipes pour que le kiné puisse apporter son expertise sur le plan musculo-squelettique notamment. Donc que ce soit dans le positionnement en matière de prévention, il y a plein de missions à développer dans lesquelles les masseurs kinésithérapeutes sont relativement absents pour le moment. Par exemple, les missions de santé publique, il y en a quand même beaucoup à l'heure actuelle où il y a beaucoup d'autres professions qui ont pris vraiment le pas de se positionner là-dessus, or que nous, on est quand même assez peu présents. Globalement, la profession a du mal à s'emparer des grandes évolutions. Et finalement, on se rend compte que dans les grands virages des 20 dernières années, je dirais, ne serait-ce que la reconnaissance du bilan diagnostic kinésithérapique, la possibilité de prescrire, qui ont été de vraies révolutions pour notre profession. On se rend compte que 20 ans après, la profession s'en empare tout juste. Donc, c'est probablement de ce décalage dont il a été fait question dans cet atelier. En conclusion, il y a des nouvelles dispositions au regard de la réforme des études qui donne aux kinés tous les outils pour accéder à de nouvelles missions dans les 10 ans à venir. Et en fait, ces évolutions, c'est vraiment un bien pour notre profession, pour une vraie évolution de notre profession. Mais a priori, ça n'a pas l'air d'être le vœu de tous les kinés. Et en fait, face à ce constat, on prend acte du décalage entre les différents kinésithérapeutes en exercice aujourd'hui et on s'engage en fait à poursuivre nos efforts pour proposer au plus grand nombre de pouvoir remplir ces missions et accompagner au mieux les kinés pour leur faire prendre conscience de l'importance de faire évoluer notre profession.